Et coup de projecteur ce soir sur une région du monde qui sera très scrutée dans les prochains mois, le Sahel, région qui traverse actuellement une grave crise sécuritaire, sociétale et politique. Sahel, quelles perspectives et quels espoirs pour 2022? On en parle ce soir avec Nicolas Normand. Vous êtes chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques et ancien ambassadeur au Mali, au Congo et au Sénégal. Et puis Chine également, que vous êtes l'auteur du grand livre de l'Afrique, sorti aux éditions Erol. Également avec nous Niagalé Bagayoko, politologue, spécialiste de l'Afrique et présidente de l'African Security Sector Network. Avec tous les deux, donc on a beaucoup de questions à se poser, tous les trois ensemble, concernant ce thème. Que l'on comprenne bien, déjà, je voudrais que l'on introduise ce thème avec cette question. Pourquoi, selon vous, Nicolas Normand, 2022 est une année charnière dans la région du Sahel? En quelques mots. Alors, en quelques mots, on devrait voir en 2022 quand même la prolongation de cette détérioration. Ça fait maintenant 10 ans que nous avons cette crise dans le Sahel qui est partie du Mali. Et pour des raisons structurelles, fondamentalement, c'est le fait que la démographie et la jeunesse montante est très nombreuse. Il y a environ 600 à 700 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, mais il n'y a pas de travail, donc ils sont condamnés à l'inactivité. En plus, ils n'ont guère été formés. La plupart d'entre eux ne sont pas du tout allés à l'école. Il y a en plus une certaine désertification, donc une réduction des terres cultivables. Donc il y a des raisons de fond. Et il y a aussi l'absence de l'État, n'est-ce pas? L'État est très peu présent dans le Sahel, surtout dans les zones rurales. Donc toutes ces raisons font que ces jeunes sont embrigadés par des entrepreneurs de violence, des djihadistes ou d'autres bandes armées. Alors en 2022, on devrait voir quelques éléments nouveaux. D'abord le réaménagement du dispositif français militaire Barkhane, qui va être réduit, mais qui demeure. C'est très important qu'il demeure, parce que son retrait signifierait certainement la même chose qu'en Afghanistan avec les Américains, c'est-à-dire une débandade et une victoire des djihadistes. Donc il va y avoir simplement un réaménagement, une réadaptation, j'espère pour le rendre plus efficace. Il y a d'autres éléments nouveaux. Il y a des troubles politiques quand même à Bamako, parce qu'il y a eu 2 coups d'État, un en 2020, un en 2021, et pratiquement un nouveau coup d'État en ce moment, puisque en utilisant des assises nationales de la refondation, ils ont proposé de rester 5 ans au pouvoir, les militaires putschistes. Donc ça crée des tensions avec la société civile, avec les partis politiques. Le dernier élément, c'est qu'il y a aussi une prise de pouvoir dans les territoires par les djihadistes qui négocient des accords locaux. On va revenir sur ce thème dans un instant. Niagalé Bagayoko, on l'a compris, donc le terrorisme qui monte, d'après le constat de Nicolas Normand, mais aussi une crise politique et un changement donc de stratégie militaire à venir. Selon vous, c'est l'un des points importants, cette stratégie militaire à venir qui va changer? À mon avis, ce qui est extrêmement important, c'est de se rendre compte du caractère multidimensionnel de cette crise sécuritaire. Bien sûr, crise djihadiste, bien sûr, crise politique, mais crise intercommunautaire aussi, crise sécuritaire de type criminel, multiplication de la communautarisation de la sécurité, de sa privatisation. Donc on voit très bien que la façon dont cet environnement peut être approché a échappé à la totalité des acteurs internationaux. Et donc pourquoi ça pas marché? Parce que, à mon avis, les réponses qui ont été apportées, y compris d'un point de vue militaire, n'ont pas suffisamment cherché à comprendre les spécificités du contexte local. On a eu affaire à des approches qui sont restées extrêmement standardisées. Donc pour vous, il y a un échec de la France, au final? Il y a un échec collectif, à mon sens, non seulement des acteurs militaires, dont on voit très bien qu'ils n'ont pas réussi à juguler le phénomène sécuritaire, mais des acteurs civils aussi. On ne peut pas dire que les politiques éducatives, que les politiques en matière de développement aient été des réussites, elles non plus. Nicolas Normand, là-dessus, vous êtes d'accord avec Niagalé Bagayoko, il y a une absence d'appui d'aide au développement dans le Sahel de la part des Occidentaux? Oui, alors là, écoutez, c'est extrêmement grave. Moi, je le dénonçais d'ailleurs dans mon livre. La France, en matière d'aide au développement, a complètement négligé le Sahel. Aucun des pays du Sahel central ne fait partie des 10 premiers bénéficiaires de l'aide française. La Chine, curieusement, deuxième puissance économique du monde, reçoit plus d'aide au développement public française que le Burkina Faso. Que cette partie-là.
Voilà, donc c'est incroyable. Et en fait, on sait bien que tout le système éducatif au Niger, au Burkina et au Mali sont à reconstruire entièrement. Alors, ça aurait dû être fait pendant des décennies. Or, on n'a rien fait pratiquement dans ce domaine. On a un peu saupoudré des petits projets de développement assez inadaptés. On n'a pas soutenu les administrations locales, donc les États n'ont pas de colonne vertébrale. Les administrations sont très faibles, la police, l'armée sont très faibles, et l'éducation est complètement déficiente. Alors, il y a quand même une responsabilité des bailleurs de fonds et de la France au premier chef depuis une vingtaine d'années, il faut le dire. Niégale Bayoko, vous voulez... Moi, je ne serais peut-être pas aussi sévère. Je pense qu'il y a eu un investissement en matière de développement, un investissement massif de la communauté internationale, mais fondé sur des présupposés qui ne sont pas, une fois de plus, adaptés aux spécificités locales. Il y a une mauvaise connaissance du terrain, c'est ça? Il y a une extrêmement mauvaise connaissance du terrain, alors, avec une grille de lecture. Ça fait longtemps qu'ils sont sur place pourtant. Absolument. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'échec de Barkhane, moi je pense qu'il faut d'abord parler de l'échec de toutes ces coopérations militaires qu'il y a eu de la part de la France, bien sûr, mais des autres partenaires. On parle beaucoup de la Russie. Est-ce que la coopération avec la Russie menée depuis des décennies a permis de mettre l'armée malienne, par exemple, au niveau qui est attendu d'elle aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable de revenir à des solutions fondées sur des approches ancrées sur la lecture des acteurs nationaux, locaux, avant de faire prévaloir celle des partenaires internationaux. Sauf que ce que vous dites, ça va un petit peu à l'encontre de ce qui est en train de se tramer, notamment au Mali, où les autorités maliennes auraient depuis quelques mois approché Moscou pour discuter avec des conseillers militaires russes. Un, est-ce que c'est confirmé? Et deux, dans quel but? Alors, est-ce que c'est confirmé que le partenariat entre le Mali et la Russie est étroit? Oui, absolument. Est-ce que cela est nouveau? Non. La Russie est un partenaire du Mali depuis son indépendance. La question qui se pose est de savoir quels sont les acteurs russes qui sont déployés sur le terrain, c'est-à-dire, y a-t-il une sous-traitance à cette société militaire privée qui s'appelle Wagner, dont le statut légal est extrêmement problématique? Actuellement, qu'on comprenne bien, ce n'est pas l'armée, hein. Ce sont des acteurs privés. On ne le sait pas pour l'instant, à mon sens. Nicolas Normand, pourtant, pour me dire sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui est assez paradoxal. Au Burkina Faso, au Mali, la politique étrangère française, notamment, elle est ressentie souvent comme empiétant sur la souveraineté nationale. Vous disiez qu'il fallait en faire plus, mais sur place, on a peut-être envie de prendre aussi le destin de son pays en main. Non, ce qui, disons, gêne beaucoup d'Africains en matière de souveraineté nationale, c'est la prolongation d'une présence militaire très forte. Nous avons 5100 militaires de Barkhane qui sont présents depuis presque 10 ans. En 2022, ça fera 9 ans en fait. Et ça pèse, d'autant plus que les résultats ne sont pas probants. Alors, je ne parlerai pas d'échec de Barkhane, parce que l'échec, ce serait que les djihadistes prennent le pouvoir. Or, Barkhane a empêché les djihadistes de prendre le pouvoir dans les principales villes du Mali, et ça, c'est très important. Barkhane ne peut pas gagner cette guerre, néanmoins, mais il évite de la perdre. Alors ça, c'est très important. Bien entendu, il y a une montée du sentiment anti-français qui est très fort. On le ressent sur le terrain? Alors, on le ressent, oui, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup dans les villes. C'est moins clair, évidemment, dans les zones rurales qui sont au contact des réalités et qui se sentent protégées par Barkhane. Donc ce sont plutôt des activistes urbains, c'est ceux qui s'expriment le plus aussi. Mais le sentiment anti-français est net, caractérisé dans toutes les couches intellectuelles de la société. Selon vous, la France, elle va intervenir comment maintenant ces prochains mois dans ce dossier? Alors, il faudrait que la France, sur le plan militaire, change complètement sa manière de faire. C'est-à-dire, au lieu de se battre isolément contre les djihadistes, s'associe aux armées locales, aux armées maliennes, burkinabées, nigériennes, s'hybridant pratiquement avec ces armées, en soutien de ces armées, en appui de ces armées, qu'on leur donne plus de matériel, plus de formation adaptée, plus de renseignements, et qu'on les aide techniquement, mais qu'on ne se batte pas en première ligne. En première ligne. Oui. C'est ce qui est prévu. Il est également prévu d'européaniser, c'est-à-dire que la France soit moins visible. Et si c'était le drapeau européen plutôt que le drapeau de l'ancien colonisateur, ça serait différent, ça passerait mieux. Or, c'est ce qui est prévu aussi. Donc, je crois que le président Macron a hérité quand même d'une situation de François Hollande, de son prédécesseur, et qu'un peu tardivement peut-être, il fait des adaptations qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire une européanisation avec la force Takuba et aussi un rapprochement avec les armées africaines. Niégale Bayoko, est-ce que
Ces échecs, on peut dire, de la France, de l'armée française, entameraient durablement, si ça se confirmait dans le temps, l'influence française sur le continent? La difficulté, quand je parle d'échec de l'armée française, c'est plus exactement l'échec de l'absence de vision politique qui a guidé ces interventions. Vous dites par là que c'est un petit peu au jour le jour. D'un point de vue... Non, je dis que d'un point de vue opérationnel, il y a eu à l'évidence et indéniablement des succès tactiques, mais on n'a pas pu déceler de manière suffisamment évidente l'objectif politique poursuivi. Et ce que l'on constate, il y a bien sûr des instrumentalisations, des manipulations dans les rues, sur les réseaux sociaux, mais c'est un sentiment d'exaspération sécuritaire qui gronde face à l'étonnement des populations qui ne comprennent pas que le discours ayant consisté à affirmer que l'on allait neutraliser, éradiquer le terrorisme, n'ait pas pu être suivi des faits alors que des moyens conséquents ont été déployés. C'est pour ça que la stratégie qui aujourd'hui est mise en œuvre, qui effectivement vise à rendre la présence française beaucoup moins visible et beaucoup plus seconde en appui des armées partenaires, dans le cadre de ce qu'on appelle notamment la rassurance, ou dans le cadre de ce dispositif Takuba, pose question. On se demande s'il ne s'agit pas davantage de renforcer la coopération européenne sur le terrain que de lutter véritablement contre les acteurs djihadistes. En guise de conclusion, il nous reste très peu de temps. Nicolas Normand, je voulais juste savoir, selon vous, les perspectives, elles demeurent sombres pour l'année à venir, où il y a des motifs d'espoir? Alors d'abord, la stratégie, elle existait, c'était de donner un parapluie sécuritaire pendant lequel le Mali se réorganisait et renforçait son armée, ce qui ne s'est pas produit. Alors en 2022, les perspectives demeurent sombres parce que les raisons structurelles que j'ai dites tout à l'heure, cette montée de la jeunesse, cette absence de l'État, demeurent. Et en plus, il y a une dégradation politique à Bamako parce que cette junte de putschistes veut se maintenir 5 ans au pouvoir, ce qui crée une réaction des partis politiques qui sont défavorables, également des groupes signataires de l'accord d'Alger qui sont défavorables. Donc on entre dans une période d'incertitude politique avec des C'est le Mali qui va être particulièrement observé. Hein. Oui, mais la situation est également fragile au Burkina Faso. Donc 2 pays à surveiller en 2022. Et le Niger aussi quand même. Ouais. Les 3 pays sont à surveiller en 2022 et les 3 sont fragilisés. Merci pour vos analyses. Hein. C'est toujours intéressant de effectivement faire le point sur la situation au Sahel. Merci à vous Nicolas Normand et merci à vous Niagalé Bagayoko d'être venu sur le plateau de 64 minutes.